Avoir la moyenne, il n'y a que ça qui compte. C'est pas vrai! Il faut tout évaluer. C'est pas vrai! Pour une bonne évaluation, il faut des pièges et des attrapes. On ne doit quand même pas leur faire de cadeaux. C'est pas vrai! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'enseigner.org. Je m'appelle Michael et aujourd'hui nous allons parler d'évaluation. L'évaluation, c'est souvent quelque chose de rébarbatif, quelque chose d'obligatoire, où les élèves passent très vite de leurs notes à « j'ai plus ou moins que le copain ». Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse dépasser ces éléments-là, qu'on puisse entrer dans une évaluation qui a du sens. Je pourrais dire que j'aimerais redonner du sens à l'évaluation, non pas en tant que note, que moyenne et que graphique, mais en tant qu'indication pour l'enfant d'abord, pour l'enseignant et pour les parents. Un certain nombre des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui m'ont été présentés il y a 5 ou 6 ans par une de mes stagiaires. J'étais pas encore tout à fait prêt au changement et j'ai reçu ces informations de manière assez froide. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Mais voilà, le temps a passé, mes conceptions ont évolué et aujourd'hui, j'aimerais couper la tête à quelques fausses conceptions de l'évaluation. Avoir la moyenne, il n'y a que ça qui compte. C'est pas vrai! Avoir la moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut passer dans la classe supérieure. Ça veut dire qu'on a réussi son année. Mais en termes d'apprentissage, est-ce que cela signifie qu'on a tout réussi? Que l'on a satisfait à tous les critères d'évaluation ou qu'il y a des grosses lacunes qui sont compensées par d'autres éléments? Avoir la moyenne, c'est un peu dire que, en gros, l'élève a réussi les choses. Mais on n'entre pas vraiment dans le détail. On ne sait pas quels sont les éléments qu'il a satisfaits et les objectifs qu'il n'a pas satisfaits. Parfois, ça peut cacher de grandes failles. Évaluer, c'est établir un diagnostic de l'enfant par rapport aux compétences, de l'enfant par rapport à lui-même, indépendamment du groupe dans lequel il est. Ce diagnostic sera utile pour l'enfant, pour l'enseignant et pour les parents. Qu'est-ce que l'élève sait vraiment faire? Où sont ses forces et où sont ses faiblesses? Quels sont les objectifs qu'il valide? Sur base de quels critères? Et quels sont ceux qu'il devrait encore travailler? Ce diagnostic va permettre de savoir précisément là où l'enfant a atteint l'objectif et là où il doit encore travailler. L'évaluation n'est pas une finalité en soi. C'est comme prendre une photo sur un lever de soleil qui va continuer bien après la photo. L'enfant sera accompagné bien après l'évaluation pour continuer ses apprentissages et, si nécessaire, pour revenir sur certains apprentissages pour lesquels il n'a pas encore montré satisfaction, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore réussi ou atteint l'objectif en fonction des critères que l'on s'est fixés. L'évaluation n'est pas définitive, c'est comme une prise de température à un moment donné. L'enfant va continuer d'apprendre et d'évoluer. Et je pense que je suis de loin pas le seul à avoir essayé de faire passer une dictée en début de 5e par exemple, et de repasser la même dictée en fin de 5e. Que l'enfant soit bon ou moins bon en orthographe, il aura progressé et les résultats de fin de 5e seront toujours meilleurs que ceux de début. Avoir la moyenne, c'est niveler un graphique et se dire que globalement, l'enfant atteint la note de 4 qui, dans le canton de Vaud, est le seuil de réussite, 4 sur 6. Cette moyenne fait appel à la compensation. On peut cacher des éléments pas connus du tout, des objectifs pas atteints, par d'autres objectifs très bien atteints, dans une même matière et voire même dans un même domaine. Avoir la moyenne, ce n'est pas un diagnostic utilisable. Nous verrons que pour construire une note qui soit un diagnostic et qui donne des informations, il faut éviter la compensation. En fin de vidéo, je vous donnerai un exemple concret à partir d'une évaluation de production écrite. Pour une bonne évaluation, il faut des pièges et des attrapes. On ne doit quand même pas leur faire de cadeaux. C'est pas vrai! Bien au contraire. Construisons nos leçons et les évaluations sur des critères explicites pour les élèves. Les élèves doivent savoir sur quoi ils seront
évalués, mais surtout, quels sont les critères qui seront pris en compte. Ce n'est pas un piège. Une évaluation, c'est pas piéger les élèves et espérer qu'ils vont s'en sortir. Une évaluation, c'est la finalité d'un apprentissage où nous avons tout fait pour qu'ils réussissent. Mais les critères n'ont pas beaucoup de sens si la leçon n'a pas été basée sur des critères concrets. En fait, on devrait commencer la préparation de la leçon par définir un certain nombre de critères. Définir les critères qui nous permettront de voir si les objectifs sont atteints. Et notre leçon sera basée sur l'apprentissage de ces différents critères. Avant de commencer à enseigner une nouvelle notion, nous devrions partir de l'objectif dans le père, séparer ce que nous considérons comme important de ce qui l'est moins. Et là, c'est un choix professionnel. Nous sommes des professionnels de l'enseignement et nous avons le choix et le droit de mettre une hiérarchie dans les contenus à partir de ces objectifs et de ce que nous avons défini comme étant important. Nous pouvons établir des critères. Comment allons-nous voir? Comment l'élève peut-il montrer? Comment utilisons-nous dans la vie courante cette notion? Et quels sont les critères que nous pouvons voir pour vérifier que nous connaissons cette notion, que nous l'utilisons correctement? Une fois que ces critères sont définis, nous pouvons construire notre leçon à rebours. C'est-à-dire partir de ces critères pour définir les différentes étapes, les différents apprentissages, les différents entraînements aussi que nous donnerons à nos élèves. Dans ce sens-là, nous sommes vraiment cohérents dans notre enseignement. Nous apprenons aux élèves un objectif avec des critères précis et c'est ces critères que nous entraînons en classe. On parle souvent dans les salles des maîtres de préparer des évaluations en commun. Mais en fait, l'évaluation, c'est l'aboutissement d'un enseignement. Et on ne peut pas faire une évaluation commune si on n'a pas eu un enseignement commun. Par contre, si on commence par définir l'objectif, par sortir de l'objectif les critères, à ce moment-là, on peut faire une évaluation commune parce que les critères sont communs et que l'enseignement de la notion par rapport à ces critères sont communs aussi dans la classe. Là, ça a du sens. Commençons par créer nos leçons en commun avant de vouloir les évaluer en commun. Pour qu'une évaluation soit cohérente, il ne faut pas seulement évaluer ce que les enfants ont appris, c'est le début. Mais il faut encore que les différents exercices correspondent bien aux différents critères. Et il va falloir que la note finale rende compte de ces différents critères. Si je peux rater un critère et le compenser par un autre, comme on le disait plus tôt, notre évaluation apporte un diagnostic faussé. Nous verrons aussi un cas concret en fin de vidéo sur comment construire une note qui tient compte de tous les critères et qui évite la compensation. Être transparent. Transparent vis-à-vis des élèves, transparent vis-à-vis des parents. Le nouveau cadre de l'évaluation, d'ailleurs, nous invite fortement à être très clair avec les élèves et les parents en définissant des objectifs, en définissant des critères et en s'assurant que chacun peut comprendre ces critères. Comment mieux comprendre quelque chose que l'entraîner en classe? Il faut tout évaluer. C'est pas vrai! Si nous devions prendre la température de tous les enseignements que nous donnons aux élèves, avoir un diagnostic, celui-ci ne vient certainement pas toujours de TA ou de TS, de travaux assimilés, ces petits travaux où l'on teste des techniques, ou des travaux plus conséquents, ces travaux significatifs que les élèves effectuent en donnant une production ou en résolvant des problèmes. Il y a bien d'autres manières d'évaluer. Il y a cette évaluation continue, ces exercices réussis ou que l'élève va corriger peut-être à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit réussi et qui nous donne une information sur le fait qu'une compétence, qu'un objectif est atteint. L'évaluation formative est très importante. J'entends par évaluation formative pas forcément des travaux sur lesquels on mettra TF et qui ne comptent pas pour notes mais qui sont importants quand même. L'évaluation formative, je la vois plutôt comme ces retours fréquents sur le travail que les élèves vont effectuer. Ces rétroactions, comme dit John Hattie, qui sont l'un des éléments qui vont permettre à l'enfant de progresser de manière la plus évidente. John Hattie a effectué des études sur les études et a catalogué plusieurs millions de cas d'élèves et il a regardé qu'est-ce qui faisait réellement progresser les élèves. Il y a des éléments
comme par exemple justement ces rétroactions. Et puis il y a des éléments qui font presque régresser les élèves. Mais puisqu'on parle d'évaluation, je pense que l'élément le plus important, c'est de faire des retours aux élèves le plus vite possible sur leur travail. S'ils nous rendent des exercices aujourd'hui et qu'on leur fait un retour dans une semaine, ils auront oublié certainement le thème de l'exercice et de toute évidence, ils ne se souviendront plus de pourquoi ils ont écrit telle réponse. Par contre, si nous arrivons à organiser notre classe et notre journée de manière à leur faire un retour dans le quart d'heure, la demi-heure ou au pire la demi-journée, ils vont pouvoir non seulement comprendre pourquoi ils ont commis une erreur, mais ils pourront se souvenir de comment ils étaient arrivés au résultat erroné et donc corriger leur manière de penser. La rétroaction est peut-être la meilleure évaluation que l'on puisse faire à l'enfant. Elle est individuelle, elle est circonstanciée et elle est sur le concret. On peut évaluer des niveaux différents de compétences. Par exemple, on peut demander à l'élève simplement de restituer ce qu'il a appris. On peut lui demander d'appliquer une technique ou plusieurs techniques pour résoudre un problème, par exemple. On peut aussi lui demander de créer quelque chose à partir des mêmes données, à partir des mêmes apprentissages. C'est ce qu'on appelle les taxonomies de Bloom ou de Krathwohl qui permettent, à partir d'un enseignement, de demander à l'enfant de rendre compte, d'être évalué sur plusieurs niveaux différents. Bien sûr, ce seront des éléments que nous aurons définis à l'avance et nous aurons préparé dans l'enseignement nos enfants à passer une évaluation de tel ou tel niveau de taxonomie. En résumé, c'est peut-être moins évalué, mais évalué de meilleure qualité. Oh, je sais bien, on a nos 36 TS à faire par année scolaire en 5e ou en 6e et on n'a pas vraiment le choix, c'est clair. Mais on peut utiliser ces TS pour avoir quelque chose qui nous donne un vrai diagnostic sur les élèves. Alors, ce n'est pas en une année, ni même en 2 ans, qu'on pourra tout changer, qu'on pourra revoir toute notre méthode d'évaluation. Ça prend du temps. Et je suis enseignant comme vous. Je suis bien au courant qu'il n'y a pas que l'évaluation dans la vie de la classe, que nous avons toute l'administration, tout l'enseignement, tout le suivi des élèves, les réseaux et tout le reste, et qu'on n'a ni le temps, ni l'énergie pour refondre toutes nos évaluations en une année scolaire. C'est plutôt une orientation que je désire vous donner dans cette vidéo. Une orientation pour évaluer mieux, pour redonner du sens à l'évaluation, pour qu'elle soit significative pour les élèves, pour nous enseignants, pour les parents. Je suis bien conscient que cette vidéo n'est absolument pas parfaite, que je ne suis peut-être pas très clair dans mes informations. Je vous mettrai en description un livre écrit par Raphaël Paschini de la HEP de Lausanne, qui m'a beaucoup éveillé à cette nouvelle manière d'évaluer et qui lui a le mérite d'être très clair. Je vous mettrai les références avec le lien pour l'acheter chez Payot, même si je n'ai aucune affiliation avec cette librairie-là. La dernière partie de cette vidéo va être un cas concret. Depuis quelques semaines, j'enseigne l'écriture d'une carte postale à mes élèves et nous verrons comment j'ai construit l'évaluation finale. Alors la carte postale en tant que telle n'est pas indiquée dans notre plan d'études. Par contre, le fait d'écrire un texte avec un référentiel y est bien. J'ai choisi la carte postale déjà parce que c'est un élément qui touche les élèves dans leur quotidien. Ils écrivent ou ils reçoivent encore pas mal de cartes postales. Et puis, dans quelques semaines, nous partirons au camp et ils auront l'occasion d'écrire aussi une carte postale à leurs parents. Je trouvais que c'était donc un apprentissage de début de 5e année qui avait tout son sens, bien qu'il ne soit pas écrit en toutes lettres dans le plan d'études. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur pour regarder cette évaluation type. Donc on a dans cette évaluation chaque fois les objectifs, la progression des apprentissages. Les objectifs en fait c'est écrire des textes variés à l'aide de différentes références et j'ai retenu 2 éléments principaux, c'est-à-dire qu'on va organiser le contenu en fonction de la carte postale et puis on va adapter sa production à la situation de communication dans le sens qu'on va faire une mise en page qui correspond à la carte postale. Donc qu'est-ce qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on aurait étudié avant de faire cette évaluation? Le genre textuel demandé, quelles sont les différentes parties, comment est-ce qu'on organise le texte,
Et puis aussi, on aura appris à élaborer un contenu à partir de documents écrits. Dans ce cas-ci, c'est simplement la grille d'écriture ici. Pour chacun des objectifs, on va avoir des critères. Pour écrire un contenu adéquat, j'ai retenu 8 critères. Et pour présenter le texte de la carte postale, j'ai retenu 6 critères. Quels sont ces critères? C'est justement les éléments que l'on trouve sur la grille d'écriture. Donc au niveau du contenu, ces critères, ce sera d'indiquer le lieu et la date, d'utiliser la formule cher papa, cher maman, cher parent, etc. De raconter des événements, de poser une ou plusieurs questions, d'écrire une formule de retrouvailles, c'est-à-dire « je me réjouis de te revoir », etc. D'écrire des salutations, ça peut être simplement « bisous », et puis de signer la carte postale avec son prénom. On a ici 8 critères, et chacun de ces critères pourrait être validé ou non par l'enseignant. Je n'ai pas indiqué de manière dont on allait les valider, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient présents. Après, quand on a raconté des événements, s'il y a un seul événement, est-ce que je vais le valider? Est-ce qu'il en faut 2? Est-ce qu'il en faut 3? Est-ce qu'il en faut 4? Je pense que c'est important dans les critères qu'on puisse laisser une marge d'évaluation à l'enseignant et qu'on ne se mette pas des critères d'évaluation, des critères qui soient trop précis, qu'on se ferme trop. Donc ici, pour chaque critère, je pourrais valider le critère et l'enfant, bien sûr, cochera la case quand il pense qu'il aura écrit ses contenus. Au niveau de la mise en page, c'est la même chose. On a le fait d'écrire le texte sur la partie gauche de la carte postale, le fait d'indiquer la ville et la date en haut à droite de cette partie gauche, de signer en bas la carte postale, et puis d'écrire l'adresse de la personne à qui on écrit avec l'intitulé, donc monsieur, madame, monsieur et madame, etc. et le nom, le numéro, la rue et le numéro, et puis le numéro postal et la ville. Et de nouveau ici, on va pouvoir valider les critères. Pour que l'évaluation soit réussie, c'est-à-dire pour que l'enfant ait 4 sur 6, c'est indiqué ici qu'il doit avoir 5 critères pour l'objectif 1, donc 5 critères sur 8 et 4 critères sur 6. Donc on reste dans cette idée d'environ 2/3 des éléments validés. Maintenant, si on revient au niveau de la signification, bien sûr, avec cette grille-ci, on pourra voir quel est l'élément ou quels sont les éléments que l'enfant n'aura pas validés, et on pourra revoir ça avec lui. Mais ça veut dire que sur tous ces éléments, il devrait au moins en avoir pris 5. Donc on peut dire qu'en gros, il est capable d'écrire une carte postale qui n'est peut-être pas parfaite, mais c'est un objectif qui sera atteint. Même chose pour la mise en page. On peut dire qu'avec 4 critères sur 6, ça veut dire qu'il a compris comment fonctionnait une carte postale. L'objectif étant de l'aider, j'ai surligné en vert les éléments qui sont très importants dans les consignes. Donc il écrit à grand-papa ou grand-maman pour raconter le quand, on sera tout juste rentré. Il va devoir utiliser la grille d'écriture pour choisir le contenu et la mise en page qui sont adéquats. Et puis, je donne ici l'adresse fictive. Je lui indique qu'il doit remettre les éléments dans l'ordre, étant donné que ça fait partie des critères d'évaluation. C'était pas suffisant qu'il doive seulement la recopier. Donc, il va devoir comprendre ces différents éléments et les remettre dans l'ordre. Et toujours dans l'idée de l'aider. Donc, d'abord, il peut écrire le texte au brouillon. Et puis, pour la finalisation, il a une vraie carte postale qui a été agrandie au format A4 pour qu'il ait bien l'espace de pouvoir tout écrire. Et c'est ce document-là qui sera évalué. Étant donné que dans ma note, pour avoir la moyenne, donc pour avoir 4, il doit avoir 5 critères de l'objectif 1 et 4 critères de l'objectif 2. Je n'ai pas de compensation. L'élève ne peut pas réussir son évaluation s'il n'a pas au moins 5 et au moins 4. De cette manière-là, je prends bien en compte les deux objectifs
de mon évaluation et il n'y en a pas un qui peut compenser l'autre. Ça, ce sera la moyenne et à partir de ça, chaque critère en plus va lui permettre d'augmenter sa note et chaque critère en moins va faire baisser sa note. Les critères en plus d'un objectif ne peuvent pas compenser les critères en moins d'un autre objectif. C'est-à-dire que si l'élève n'a pas ces 5 critères pour l'objectif 1 et les 4 critères pour l'objectif 2, il aura 3,5, même s'il a plein de critères supplémentaires pour un des deux objectifs. On ne peut avoir 4 que si on a les 5 critères de l'objectif 1 et les 4 critères de l'objectif 2. On sort ici d'un système purement mathématique en mettant du sens et en mettant des seuils. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question par rapport à cette évaluation en particulier ou à ce type d'évaluation en général. Je mettrai le PDF de cette évaluation aussi dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je prends volontiers vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis bien conscient que une seule vidéo pour parler d'un sujet aussi vaste que l'évaluation, c'est peut-être peu. Mais mettez-moi ce que vous pensez des différents éléments, des différents « c'est pas vrai ». Qu'est-ce que vous vivez dans vos classes? Comment est-ce que vous articulez tout ça? Posez-moi éventuellement des questions aussi sur des choses peut-être plus pratiques que je pourrais prendre dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo, de me mettre un petit pouce, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas d'en discuter dans votre salle des maîtres. À très bientôt.